La jouissance de l'acteur au théâtre. Jean Gilibert. J'ai toujours été étonné du regard amusé, envieux et quelquefois censeur, allant jusqu'à l'affirmation catégorique, dont on ne sait pas si elle est admirative ou ravageuse, que se donnent innocemment les amis qui viennent à vous après que vous ayez joué. Quel plaisir vous devez avoir à jouer! En général, où je ne réponds pas, ou fatigué ou traqué, je réponds. Vous vous trompez. Aucun plaisir. Refus d'en dire plus. Dénégation. Devant des plaisirs interdits, solitaires, mystérieux, à ne pas partager. Ésotériques, pervers, indicibles. Ce n'est certainement pas ainsi qu'il faut commencer à tenter d'élaborer et de comprendre l'état de jeu de l'acteur. Je ne me référerai qu'à ma seule expérience qui s'étend sur près de 40 ans de théâtre, d'une manière assez régulière, bien que relativement marginale. Je peux dire en effet que l'état de jeu de l'acteur, comme peut-être de tout interprète, n'est certainement pas fait uniquement de plaisir, voire de jouissance. D'abord, tout simplement parce que le jeu de l'acteur n'est pas stable, mais en permanent éveil devant le corps à présenter, exposé et mis en danger. Ensuite, parce que le devenir du jeu, dans une durée aussi limitée, aussi condensée, aussi contractée, se situe dans une telle contradiction d'être et de non-être que le plaisir n'est ou bien qu'un surcroît, fort encombrant, un succès d'année ou bien qu'une souffrance érotisée, comme on dit, qui est le pire des leurs sur soi. Bien entendu, je ne peux généraliser ce que j'affirme. Je peux simplement le rendre plus singulier, ce qui est de toute manière plus intéressant que le rendre général, et apporter le concours d'amis acteurs comme Maria Casares ou Alain Cuny, pour mes aînés, ou des chanteurs comme Hans Hotter ou Elisabeth Schwarzkopf, que j'ai accompagnés dans leurs cours d'interprétation. Nous affirmons que nous ne connaissons aucun plaisir à jouer. D'abord, trichons-nous? Ensuite, de quel plaisir serait-il question et quel plaisir serait-il dénié, annulé, écarté? S'agit-il d'autre chose que le simple se faire plaisir? Et peut-on dissocier nettement se faire plaisir, faire plaisir? On ne peut pas éliminer totalement les vanités narcissiques, se faire reconnaître, se faire admettre, s'imposer, s'exhiber, se suffire. Cette mouture de prestation hystérique ou plus simplement d'amour-propre n'est pas singulière à l'acteur. Elle est propre à tout le genre humain socialisé. Les psychanalystes devraient vraiment se rendre, sans fausse humilité, mais sans fausse crainte, à ce canossa-là. La vanité sociale est un mal irrémédiable et la contrainte persécutive dont par leur fonction les analystes sont l'objet les pousse à bien des prestations narcissiques oiseuses, désagréables et superfétatoires, comme les acteurs, comme tout histrion d'être. Dont acte. Je parlerai donc de ceux qui ne craignent ni l'ascèse, ni la construction imaginative, et qui placent la rigueur avant la technique. Je parlerai des acteurs pour qui, si leur personnage, leur corps, leur voix, leurs moyens, leurs dons sont les propres éléments médiateurs d'un message à communiquer et d'un secret à dire, non par volonté délibérée, mais par compréhension que sous l'apparaître, les déguisements de l'être, se module cette aventure si particulière de l'irréalité, de l'inapparaître.
C'est savamment ou prétentieusement dit, mais cela ne fait rien. Ce que j'ai rappelé, le déjeu, comme pouvoir décréatif de la création artistique, n'est plus de l'ordre pulsionnel, érotique fut-il sublimé, pulsion d'exhibition phallique, ou de l'ordre pulsionnel d'une pulsion de mort, triomphe narcissique pour exaucer la séparation objectale à une configuration symbolique. La vocation authentique, la voix authentique, ces mots fussent-ils tournés en dérision, ne peuvent se satisfaire des sublimations pulsionnelles dont le narcissisme... La vocation authentique, la voix authentique, ces mots fussent-ils tournés en dérision, ne peuvent se satisfaire des sublimations pulsionnelles dont le transnarcissisme serait le vecteur, le médian constitutif. D'abord, l'acteur, ce mot définitif est une médiocre définition fonctionnelle, n'est pas un jeu, un ludisme, un hédonisme de fonction, un plaisir fonctionnel. Il ne peut être qu'une construction de lui-même, comme on parle de construction en analyse, jusqu'à l'établissement phénoménal et non phénoménal d'une fiction. Le fictif n'est pas faux, ni le faux vrai. Il faut laisser à des fantoches, non sans talent comme Aragon et d'autres, l'illusion ravageuse du mentir vrai. Je n'ai jamais cru que l'intériorité, l'intimité se décidaient sur le premier mensonge infantile pour se délivrer de la tutelle parentale, comme l'ont cru les purs phénoménistes, aussi bien Nietzsche que la psychanalyse, de l'introjection. S'il n'y a pas mensonge, n'y aurait-il alors que des rôles, des fonctions, des jouissances, des machines désirantes? Serait-ce pure jouissance ludique que le toujours étant de l'enfant pseudo-héraclitéen, que le Zarathustra dionysien, ou son épigone deleuzien, ou que les malheureuses personnalités comme si, les faux selfs, les cascadeurs du signifiant, ou tous les autres acrobates, virtuoses, impuissants de la relation à eux-mêmes? Jouissent-ils vraiment cela de l'innocence du devenir, de l'inconscient intemporel? Si l'acteur interprète peut aller jusqu'à la construction d'une machine à influencer, d'un double projeté, pour un pouvoir de manipulation d'âme du public, ce pouvoir est ridicule, absurde et complice d'un néant qu'il ne peut pas déjouer. Ce n'est pas une excuse si le public, le socius demande en effet ce type de construction de machine à influencer. Ces personnages téléguideurs, manipulateurs, démagogiques dont, pour faire simple, est issu le goût du public pour Raemu ou De Funès. N'avatons pas tout de suite les grands mots. Omnipotence, identification projective, ce sont pauvres ingrédients de compréhension. Sur 3 registres, Freud faisait évoluer des ambiguïtés qui auraient pu rester fécondes, si elles avaient gardé leur ambiguïté foncière par ses successeurs. Le registre le plus banalisé, les métaphores théâtrales utilisées par Freud pour dépeindre l'inconscient. Un pittoresque qui peut fasciner. L'autre scène, le mot est de Fechner avant d'être de Freud, les métaphores théâtrales adjacentes, figuration, dramatisation ne concernent dans le rêve que l'image au sens représentatif du mot, dont les repérages sont plus cinématographiques, pelliculaires, bidimensionnels que la mise en perspective, la dynamique évolutive dans une durée du corps de l'acteur de théâtre. Freud a appelé théâtre ce qui est cinéma, kinésis et inscription. L'architecture du théâtre répond à d'autres exigences de dépersonnification que celle de la manipulation de l'image topique, économique et dynamique de l'image
en narcissisme du rêve, rêveur et rêvé. Le registre le plus ambigu, l'acteur par le personnage représenté dans les mimiques de représentation économise, au spectateur le soin, le souci, la mythification des drames joués sur scène. Il économise pour le plaisir du spectateur et pour son propre pouvoir de maîtrise, la transgression punissable du sexuel, le poids de la faute, l'exécution du crime. On connaît la thèse stoïcienne et hédoniste de Freud. Ce n'est pas la mienne, mais le point de départ de Freud est excellent. Construire l'imaginaire du public dans un cadre donné et non d'un spectateur généralisé n'est pas lui laisser faire l'économie de ce qu'il aurait à faire ou à ne pas faire. C'est une idée bourgeoise de la fin du XIXe siècle qui ne tient que si on s'en tient au théâtre comme pur phénomène de la représentation, qui n'est en fait qu'une doctrine. L'acteur en représentation comme l'homme humanoïde de l'humanité qui n'existe pas. Faire jouir, à moindre frais, la population des spectateurs, unifiés comme l'Église et l'armée, l'acteur chef, l'acteur gourou, l'acteur prostitué, et j'en passe. Le cliché semble tenir bon. D'ailleurs, puisque les vacuités négatives de Beckett ou de Genet s'assoient toujours dessus. L'acteur-spectateur inversé, c'est-à-dire inverti, cérémonial du plaisir, rituel planifié du néantisme nirvanique. Le registre le plus profond et le plus engendreur d'énigmes, la répétition, selon Freud, arrimée à la répétition du désagréable, à la maîtrise de l'absence, au symbole, à un au-delà du principe du plaisir, non sans plaisir, mais d'où ce plaisir est adjacent et non causé. C'est vrai que lorsqu'on répète, pour moi, le plaisir est extrême, répète au théâtre. Une quête, une recherche, un recommencement sans commencement, un perpétuel mobile. On peut se critiquer, s'engueuler, être mauvais. Oh, les acteurs qui ne sont jamais mauvais. Quel ennui. Ne pas jouer. Être en totale liberté sauvage où le travail de construction s'opère. Non pas sans censure, ce qui serait revenir à un ludisme d'innocence, mais au nom d'un principe de finalité sans fin qui altère même toute notion de principe. Pour satisfaire l'exigence théologique du psychanalyste, on pourrait dire de ces répétants qui sont des pervers polymorphes, des orgasticants. Il demeure surtout dans cette admirable contradiction de la répétition que Freud a repérée, mais à mon avis peu prolongée, à savoir la répétition comme mystère de l'itératif, dans la boucle du toujours revenu jamais perdu. Donc un enchantement, une passivité exemplaire. B. La répétition comme démonie, la fureur, la passion répétitive, l'éclatement des signes, comme tout autant la perdition du sens. Automatisme de répétition et compulsion de répétition. Désagréable répété et agréable, qui surmonte par triomphe ludique le trauma. Duplicité de la répétition, vers l'arrière ou le retour et vers l'avant. La prospection inlassable et éternelle. La matrice à penser de la bobine est devenue un cliché flasque par son binarisme même. La maîtrise active sur fond de synthèse passive aurait dû inquiéter davantage les exercices répétitifs des psychanalystes. Le sens d'une conduite onirique comme préexistante au rêve, de liaison psychique pourrait nous mener sur une voie plus altière de l'antinomie rêve-jeu, où Freud a décidé trop vite d'opposer le rêve comme fuite du déplaisir au jeu comme acquisition de plaisir. Si l'on s'en tient à l'appareil psychique, le principe régulateur de plaisir-déplaisir peut déterminer la compréhension des conduites du jeu,
Mais faut-il assujettir le phénomène social, religieux, littéraire, poétique du théâtre à une exemplification de ce qui ne serait qu'un microcosme duplicatif? La vérité théâtrale, le déroulement de l'action, l'espace et la durée qu'ils engagent sont d'un tout autre ordre que la gage figurative de Psyché. Le conflit du théâtre, par médiation multiple, n'obéit pas au conflit psychique. C'est une erreur fatale d'avoir fait passer le premier dans la hiérarchie du second. On en revient toujours à l'origine du théâtre. Au théâtre, toujours, même en ses dégradations, on s'expose à vif, à corps perdu. Et je ne pense pas qu'il s'agisse là d'une sublimation, d'une pulsion exhibitionniste. Faire semblant, faire comme si, peuvent faire partie du jeu, de l'homo ludens, mais pas encore du théâtre. Le théâtre, comme tout art, et peut-être plus singulièrement que tout autre, c'est faire analogue. Ni simulacre, ni fantasme partagé, ni affect partagé, même le rire, ni démiurge, ni deus ex machina, mais déjà somnambule cherchant le rêve de l'autre, pour un rêve en commun, dans une durée plus nocturne que solaire, malgré l'ancestrale et maternelle tragédie grecque jouée en plein jour. Il est des soleils noirs avant la lettre ou la question que l'inapparaissant, et de l'irréalité de tout langage est encore plus du mystère du devenir que de l'énigme de l'être. L'acteur croit et doit savoir ce par quoi il va terminer son parcours de scène, de jeu. Il n'est qu'anticipation préalable à toute expression. Je me souviens des cours de Nadia Boulanger à Fontainebleau, quand elle nous faisait chanter du Monteverdi ou du Stravinsky en jouant le dernier thème quand nous n'en étions encore qu'au premier. Il n'y a pas à tricher. La scène de théâtre est le lieu où l'on triche, où on peut tricher. On peut tricher, mais pas plus et pas moins que dans toute vie. L'authenticité, cette valeur totalement dévoyée et bafouée, demeure l'essentielle pérennité du statut de l'acteur. Ce qui ne veut pas dire spontanéité, ou bizarrerie pour faire bizarre, mais prééminence du rythme sur le maître, de la pulsion et de la non-pulsion conjuguée, de l'incarnation de l'imaginaire, bref, d'une transcendance construite pour que, quelquefois, puisse surgir, dans le plus incertain et redoutable des hasards, l'échappée, l'inspiration, la grâce. Il n'y a aucun doute quant au plaisir. Il existe comme effort récompensé quelquefois par le succès, le triomphe sur soi, narcissisme surmonté, idéal comblé, élation, invulnérabilité, etc., avec toutes leurs caricatures et leurs stigmates. Mais ce n'est pas un premier moteur, une finalité originaire. Vaincre la mort? Peut-être, mais alors connaître la valeur et l'ambitus de l'image de sa propre mort comme don cosmique et don à autrui. On peut y rencontrer les puissances mystiques, l'extase par exemple. En général, c'est plus plat. La seule griserie de l'excitation, une petite manie, défense maniaque. Et cela devient sans intérêt hors le plaisir solipsiste. Il faut en venir à ce que je considère comme l'essentiel du plaisir de l'acteur. Cela demande des préalables. Être en bonne santé, physique, intellectuelle et morale, c'est-à-dire avoir de la résistance, du courage et des dons. Le théâtre est un art de générosité. Même l'incarnation de la méchanceté doit être généreuse. Le cinéma n'est pas généreux. La caméra s'étant substituée à la dynamique de l'immédiat public. Je ne rejette pas le cinéma. C'est un art que j'aime beaucoup. Mais c'est un art objectif et méchant, impitoyable et en cela moderne.
Le travail, exigeant, rigoureux des répétitions qui se dirigent vers une construction est toujours lié à l'angoisse. De l'impuissance d'abord, de l'idéal inaccessible, de l'impossibilité de s'en tirer tout seul. On ne joue pas tout seul, mais avec d'autres partenaires. Le moi est vite limité, et avec cet autre partenaire, hypothétique en son fond, illimité, le futur public qu'il faudra non pas séduire, ce qui n'a que peu d'intérêt, mais inscrire dans la construction du travail. Il faut s'inventer et s'inventorier soi-même, jusqu'à gagner sa propre image de mort publique, pour que le public ait l'imagination de s'imaginer lui-même comme acteur de la construction, dans la construction. Laisser au public sa part de rêve, son choix de rêver, lui laisser sa liberté et non l'influencer. Je ne parle pas seulement de son jugement critique, mais de la mesure de son aptitude à rêver, à imaginer et à créer activement aussi l'acteur. Le spectateur n'est pas seulement réceptivité passive et l'acteur activité donnante. L'œuvre, si elle est une œuvre, les engage tous les deux dans une dynamique du devenir où n'existent plus les distinctions, la caverne de Platon, entre être et paraître. Si donc il y a plaisir, et pourquoi pas, c'est essentiellement un plaisir de la connaissance, au sens le plus simple comme le plus quintessentiel du mot. Plaisir difficile à conquérir, à user, sans mésusage dont l'étayage ne refuse en rien le sexuel et la mort et le deuil de soi-même, mais qui ne peut s'en suffire. S'il y a un acteur et un artiste, s'il dit l'authentique, ce chiasme d'une intimité et d'une extériorité, s'il ne peut qu'accepter d'abord de n'être pas aimé de tous et par tous. Il ne peut qu'accepter d'abord de n'être pas aimé de tous et par tous. Son art devient extrême, il n'est pas complaisant. C'est parce qu'il est lui-même limité dans la séparation illimitée d'avec lui-même et d'avec l'autre, l'altérité, qu'il est dissonance lyrique du moi, qu'il peut faire rire ou pleurer, simplement émouvoir et donner à penser. L'angoisse de castration, l'angoisse de mort sont là, mais comme source vive et non comme achoppement surcompensé. Construire le sens, évidemment, ébranler tous les sens donnés, ébranler tout sens donné, convenu, comme sur la ligne de feu, ne pas se refuser au danger. Il est vrai que le public non éduqué ne pardonne pas et exécute, aussi aveuglément que la critique officielle. Qu'importe. L'acteur doit être en création. Il n'est pas seulement un interprète, livré à la mécanique ou au délire solipsiste de l'interprétation technique dérivée de toute interprétation psychologique ou réciproquement. Ce plaisir de la connaissance doit donc fonder la recherche et la quête du devenir et être à la position des articulations, construire le personnage ou le rôle, construire la scène à jouer, construire le public. Ces trois constructions sont contemporaines, l'une ne va pas sans l'autre. Freud avait été sensible au plaisir du travail de l'analyste, travail et découverte scientifique, ce quelque chose du plaisir, qui est loin de tout hédonisme ou stoïcisme, qui sont toujours des techniques idéalistes. Reconquérir le sens, l'anacémie, la remontée vers le sens de l'œuvre est un travail aussi exaltant que déprimant. Un dramaturge authentique met dans son écriture le personnage, le rôle, dans la finalité d'un acteur qui va le jouer. Toute œuvre est une durée, c'est-à-dire une postérité. Un acteur n'est pas un technicien du texte, qui vient après l'œuvre. Il en est partie constitutive.
Il fait partie du labeur de l'œuvre, de sa dynamique, et encore une fois de son devenir, et non plus seulement de son paraître théâtral, ou de son être, seulement de commentaires. Chaque acteur apporte un sens nouveau, car si le sens n'est pas polysémique comme le clown signifiant le ferait croire, il est au-delà de la contrainte sémantique et de la rhétorique du discours. L'ouverture a un sens toujours inconnu, un sens toujours ébranlé. L'acteur n'a de certitude que cet ébranlement du sens, eu égard à ce qu'on appelle communément la connaissance de soi-même, à quoi il faut ajouter le don de soi-même. Le théâtre est comme la poésie. Il passe par des techniques, des élaborations des chevilles, ce que les modernes appellent la dramaturgie. Mais il est, avant tout, la fiction irréelle, mais non fausse, car mensongère de toute société, comme de tout individu. Un acteur rigoureux, qui sait qui il est et ce qu'il est, peut alors délivrer dans la joie ou la douleur ce par quoi il échappe à tout. Ceci ne lui appartient pas ou plus, et n'appartient pas ou plus au public, exactement comme Freud le disait du travail analytique. C'est angoissant, douloureux, inconsommable, de construire puis de jouer, car jouer, c'est encore une fois la énième puissance, recommencer le même travail que l'on croyait assuré. Ce n'est pas le public qui résiste, mais l'œuvre. Et la résistance de l'œuvre n'est pas une résistance technique, dramatique. Elle hésite parce qu'elle fait naître et exister l'inconscient. On ne sait pas ce qu'est une œuvre. On ne sait pas, dans un au-delà du savoir, ce qu'est la séparation de l'œuvre, par où elle se sépare. On sait que cela entraîne, en effet, à des vertiges qu'on a appelés pompeusement inspiration, et qui ne sont peut-être que le silence de l'œuvre, non le silence en soi, pour soi, mais la silenciation du langage, hors toute psychologie, toute linguistique, le langage geste, l'action phonique. La difficile question de la pulsion de mort ne devrait-elle pas s'ouvrir là, dans l'art, et l'art du jeu de l'homme, de ce qui ne se fait pas remarquer? Le silenciaire dans le silence du langage en dramatisation. Cette conquête est jouissive, mais non appropriable, puisque c'est l'absolu.